Bonjour tout le monde, bonjour, merci d'être là à notre grand atelier Plaisir de lire. Alors je sais qu'on a probablement une salle de non-lecteurs qui sont là aujourd'hui au Salon du Livre, c'est ça ? Ouais, vous n'aimez pas trop lire. Bon. Mais vous inquiétez pas, parce que l'idée dans ce grand atelier, c'est de vous donner un plaisir de lire et de le faire de manière ludique, amusante, poétique, drôle et participative. On va avoir besoin de beaucoup de participation de l'auditoire. Donc voilà, on compte sur vous. Hein. Et ben voilà, on va pouvoir commencer. Monsieur ? Pardon ? Oui. Je me suis peut-être trompé, mais c'est l'atelier sur le plaisir de lecture, là ? Oui, on commence en fait là l'atelier. Ah oui, pardon. Non, mais c'est bien ce que j'avais vu, vous êtes Clémentine Beauvais ? Oui, ouais, ah, c'est oui, ça. oui. Ouais. Non, parce qu'en fait, je viens vous voir parce que j'ai un problème. Ah. C'est que j'ai lu les 100 livres qui donnent du plaisir. D'accord. Ouais. Voilà, donc c'est un top, en fait, c'est scientifique. Hein, c'est tout un panel de lecteurs qui l'a constitué. Ah. Donc c'est d'abord l'Iliade. Ah d'accord. Voilà, l'Iliade, l'Odyssée, bah oui, Don Quichotte, forcément. Madame Bovary, ouais. La recherche du temps perdu. Ah bah j'aurais mis plus. Ouais. Et en fait, donc j'ai fini les 100 bouquins là. Ouais. Et du coup, j'ai fini quoi. J'ai fini le plaisir quoi. Vous avez fini le plaisir. Ouais. Est-ce que D'accord. En fait, il en reste ou pas je sais pas si c'est parce que je sais pas. C'est bien, tant mieux. Vous ouais. avez fini le plaisir. Ça me fait plaisir de le savoir. Ouais. En fait, nous, on n'allait pas du tout parler de ces textes-là aujourd'hui. A priori, on allait plutôt parler d'autres textes parce qu'on allait faire des lectures à voix haute avec des petits champions. Ouais, justement, je peux faire une lecture si vous voulez. Ah. Donc alors voilà. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie est éteinte. Mais en fait, parce que là, on a 50 minutes. Donc, parce que Proust, c'est le plus long que 50 minutes. Ouais. Ok. Alors, donc aujourd'hui, on va faire des textes qui sont pas Proust. On va parler, de plaisir de lire un peu différent parce qu'on a des gens, tu vois, qui cherchent leur plaisir de lire ici. Okay. Donc, on va faire des textes contemporains, des textes de genre, des textes de littérature jeunesse, des textes de slam, donc de la lecture à voix haute parce que lire à voix haute c'est important aussi. Voilà. Est-ce qu'il y aura des sondages style IFOP, enfin sur parce que pour établir le côté scientifique un peu du plaisir, quoi. En fait, alors là, si vous voulez faire un sondage, vous avez qu'à le faire maintenant, comme ça après on peut parler de plaisir, d'accord ? Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai en magasin ? Je fais un sondage sur les gens à main levée. En poésie, est-ce que vous êtes plutôt rondeau ou madrigal ? Alors, si vous êtes rondeau, levez la main, s'il vous plaît. Il y a 1, 2. Donc les autres, c'est madrigal plutôt. Plutôt madrigal, okay. Madrigal, j'ai l'impression. D'accord. Vous savez déjà ce que c'est rondeau, madrigal, tout ça ? Non. Alors, en fait, un madrigal, c'est une forme de poésie. On va pas parler de ça parce que c'est pas intéressant. Non, ils ont pas envie d'entendre ça parce que. Okay. Écoute, je sais. Puisque tu as envie de. T'aimes beaucoup Proust, c'est ça ? Ouais, donc l'histoire des gens qui écrivent et qui parlent de l'écriture. Ouais. T'aimes beaucoup la poésie ? Ouais. D'accord. Donc, du coup, notre première lecture, ce qu'on va faire, ça va être une lecture poétique qui parle d'écriture. Ça te va ? Mais c'est pas un madrigal, par contre. Mais de toute façon, t'étais plutôt rondeau à la base. Ouais, moi, je suis très rondeau, mais après, chacun... D'accord, super. Alors, on va inviter sur scène Zuber, qui va nous lire un texte de Lisette Lombé, issu de « Brûler, brûler, brûler ». Ici ? Vas-y, mets-toi près du micro qui est ici, comme ça, t'as pas à tenir le micro. Merci. C'est le temps du vin blanc. Attraper un crayon, un bic, un marqueur. Tout fera l'affaire. Sortir calepin, cahier, carnet. Déchirer. Bout de nappe, bout de carton. Écrire, jeter. Beauté des patchworks, beauté des mosaïques. Gribouillage frénétique. Peur de perdre les images, peur de perdre les échos. Geste, robot. Ne pas perdre. Ne pas. Écrire, écrire. Lisette Lombé. Merci beaucoup, Zuber. Alors, tu vois là, parce que par exemple, là, c'était un texte qui était poétique,
qui parlait d'écriture, mais c'était pas nécessairement classique. C'est vrai. Alors, est-ce que tu as une réaction à ce texte immédiate ou est-ce qu'on demande au public ? Bah, moi, je trouve ça très beau. Et c'est vrai que ça me sort de mes alexandrins et de mes rondeaux. D'accord. Alors, vous voyez là, on a la démonstration de quelqu'un qui ne sait pas très bien parler de ses plaisirs de lecture ou d'écoute. Parce qu'il dit « je trouve ça très beau ». C'était pas mal. T'as pas dit ça m'a fichu une grande claque ? Non, là, tu t'es réservé. Ouais, je le garde pour plus tard. Tu trouves que c'était un petit bonbon ce texte ou pas ? Ouais, c'était un petit bonbon. Ouais. C'est un bonbon mais qui m'a fichu une claque. D'accord. Voilà. Alors on se tourne vers vous, le public. Qu'est-ce que vous avez entendu dans ce texte ? Alors moi, ce qui m'intéresse dans la notion de plaisir de lecture, c'est de partir de l'affect. Comment est-ce qu'on est affecté par un texte ? Et ensuite, on revient vers le texte en se disant comment le texte crée cet affect-là. Alors, on va commencer par une question très simple. Qu'est-ce que vous avez entendu dans ce texte de Lisette Lombé ? Je ne vous demande même pas qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez interprété, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce que vous avez entendu ? Nous allons avoir besoin d'une participation de l'auditoire parce que sinon ça va être très solitaire comme atelier. Voilà. Ah, c'était vous qui aimiez les rondeaux en plus. Moi, j'ai retenu beaucoup de rythme. Percussion, rythme. Oui, vous entendiez le attraper, un stylo, papier, carnet, gribouillage, frénétique, un rythme. Ouais. Comme une liste de courses pour écrire. Oui, une liste de courses pour écrire. Alors là, il y a déjà deux choses. Quand vous parliez de rythme, en fait, il y a la question du rythme qui est, est-ce qu'il y a un rythme qui est très, comme ça, modulé, avec des accents qui montent et qui descendent, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus frénétique et j'ai l'impression que ce que vous disiez dans le rythme, c'était plutôt le battement d'une certaine manière. Il y avait un battement, c'est vraiment attraper, stylo, carnet. Comment est-ce que tu l'as travaillé, ce texte ? T'as beaucoup réfléchi, j'imagine, à ça quand tu révisais ta lecture, Zuber ? Oui, j'ai trouvé un peu le texte bizarre vu que je ne comprenais pas le sens des phrases. Il y avait un verbe, après il y avait un point. Le texte, il était vraiment dur à comprendre. Et voilà. C'est marrant, j'aime bien comme tu dis, il y avait un verbe et après il y avait un point. Mais en fait, oui, les phrases d'un seul mot, d'une certaine manière, ou les mots qui sont très courts aussi, ça te donne cette impression d'un truc qui n'est pas fini, d'une certaine manière. Et elle parle d'écriture. Tu vois, elle te dit... Elle te dit qu'elle a envie d'écrire et en fait elle te dit pas je m'assieds à ma table avec un stylo, je réfléchis à des images. Elle te dit écrire, gribouillage, frénétique, peur de perdre les patchwork, peur de perdre les motifs. Pourquoi elle fait ça à votre avis ? Qu'est-ce que ça lui amène ? Qu'est-ce que ça lui apporte ? Qu'est-ce que ça apporte au texte de parler de l'écriture de cette manière plutôt que de le dire de manière avec des longues phrases qui expliquent très bien ? Qu'est-ce que ça fait à votre avis ? C'est dans l'action, c'est dans la vie. Ouais, il y a une espèce, ce côté frénétique, elle ne peut pas s'empêcher d'écrire. Et moi, ce que j'aime beaucoup, alors là, Lisette Lombé, elle l'a enregistré, ce texte, donc vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube. On a l'impression, je trouve, d'entendre une machine à écrire qui fait tchac, 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 tchac. Et hop, on passe à la ligne. Tchac, tchac, tchac. Parce que là, ce qu'on voyait pas, évidemment, parce que quand tu le lisais, c'est qu'à chaque fois, elle revient à la ligne. Peur de perdre les échos, peur de perdre les patchwork. Et hop, à chaque fois, elle revient à la ligne, elle revient à la ligne. Alors, Lisette Lombé, c'est une slameuse et une poétesse, évidemment, ça va ensemble. Et donc, on sent que c'est aussi une écriture qui est faite pour l'oralité. Qu'est-ce que vous entendez comme son dans son texte ? Qu'est-ce que vous entendiez comme sonorité dominante, comme consonne ou comme voyelle dominante ? Ça vous dit quelque chose ? Beaucoup de R, ouais. Écrire. Ça fait quoi ce r? Ça vous évoque quoi ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Moi, je peux répondre ? Moi, je dirais une plume sur un papier, ça marche ou pas ? Oui, absolument. Un grattement de plume sur un papier, ouais, absolument. Et je pense que dans ce texte, il y a vraiment une espèce de rage qui vient presque... Enfin, on sent que ça vient de la gorge, quoi. Elle est en train de parler, de presque d'éructer tout en parlant. Et tous ces sons, on les entend vraiment très, très, très fortement. Donc, tu vois, c'est de la poésie. Ça parle d'écriture, mais ça ne fait pas nécessairement des rimes, par exemple. C'est vrai, je ne savais pas que c'était possible. Est-ce que tu trouves qu'on peut y prendre du plaisir de la poésie qui rime pas ? Ben oui, mais je demande qu'à découvrir. Je demande qu'à prolonger mon plaisir, moi.
Qu'est-ce que vous en pensez en termes de plaisir et de poésie? Qui est-ce qui est plutôt team rime? Ouais, quand même. Team rime pas. Ah ouais. Team rythme régulier. Team rythme irrégulier. Bon, ça dépend des fois, hein, on est d'accord que ça dépend des fois. Mais c'est marrant quand on réfléchit à la rime. Qu'est-ce que ça donne comme plaisir particulier, la rime, si vous deviez définir le plaisir que peut donner un texte qui rime? Il consiste en quoi, ce plaisir-là? Pourquoi ça nous apporte du plaisir quand un texte rime? C'est rassurant, d'accord. Super. C'est rassurant, pourquoi? On attend. On sait ce qui va arriver, ou on devine. Ouais, on devine. Ouais, ouais. On s'imagine, d'accord. Il y a quelque chose, si on arrête un vers à la toute fin et qu'on attend une rime, on peut se dire, ah bah tiens, je vais placer ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut faire des blagues comme dans Le Roi Lion, je déclenche une tempête à chaque fois que je... Non, Pumba, pas devant les enfants, voyons. Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, c'est parce qu'on peut faire une blague, c'est parce que c'est basé sur la rime. Hein. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de formes poétiques pour les enfants qui ont énormément de rimes, qui sont très rimées, parce que aussi ça aide à la mémorisation. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de mémoriser un texte qui est très rimé. Et pour les enfants qui sont en train de s'approprier la langue, les rimes, elles sont vraiment très importantes et elles donnent cette impression de rassurance, de familiarité, etc. Et après, les rimes, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que, en fait, le plaisir de la rime, il n'est pas forcément là dans toutes les langues. Donc, par exemple, je vois, madame, que vous portez un t-shirt Shakespeare et compagnie. Mais Shakespeare, en fait, est très peu rimé. En anglais, la poétique de l'anglais, elle n'est pas autant basée sur la rime. La poétique classique de l'anglais, elle est plutôt basée sur le rythme. On a des rythmes réguliers. Alors, quel est le plaisir du rythme régulier? Vous le qualifierez comment? Des alexandrins qui se suivent parfaitement, des octosyllabes. Toi, t'aimes bien les alexandrins qui se suivent parfaitement? Je pense que ça me rappelle la mer. Pas ma mère, mais la mer, quoi. Avec les vagues, parce qu'il y a un truc un peu régulier. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'archaïque dans le rythme de l'alexandrin et qui nous rappelle quelque chose de très ancien. Et même dans la rime, je pense que dans l'Antiquité grecque, c'était avant tout mémotechnique. Parce que comme on n'avait pas tellement de papier ou pas tellement de livres, on retenait en faisant des phrases qui rimaient et ça permettait de réciter comme ça de tête des milliers parfois de vers successifs. Donc peut-être que ça nous rappelle aussi ce passé-là et c'est pour ça que ça nous émeut, je sais pas. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a des gens qui théorisent qu'en fait, le rythme, il est interne à notre corps aussi. Notre corps est rythmé et pulsé de plein de manières. On a le battement du cœur. Quand un parent tient un enfant contre son cœur pour lui chanter des chansons, pour lui chanter des berceuses, pour le bercer comme ça, il y a une espèce de rythme qui va se mettre à l'intérieur de notre corps, qui va peut-être être réactivé plus tard. Donc peut-être que ça revient à ça. Mais alors à ce moment-là, quel est le plaisir des rythmes irréguliers, des rimes qui n'existent pas? Pourquoi est-ce qu'on peut aussi trouver du plaisir à des formes de poésie qui ne font pas ça, justement? La surprise, d'accord. Ouais. Quoi d'autre? La liberté. Ouais, les espaces de liberté, cette espèce d'impression d'être perturbé, d'être secoué dans ses attentes. Et donc ce plaisir-là, bah, voilà, il est encore différent de celui qu'on peut avoir d'une autre manière. Tu es d'accord avec ça? Oui, l'autre jour, j'ai vu une chronique à la télé qui disait que ce qui nous faisait danser, c'est les rythmes irréguliers. Et ils font plus danser que les rythmes réguliers. Parce qu'en fait, avec le corps, on corrige le rythme. C'est marrant. Notamment dans Alors on danse. Tu connais cette chanson? Ah bah ouais. Et voilà. D'ailleurs, il est là avec nous aujourd'hui pour... Voilà, danser. Ouais, alors moi je danse toujours irrégulièrement, même quand c'est très régulier, mais peut-être que pour les bons danseurs parmi nous. Oui, bah, les rythmes et les irréguliers, le manque de rime, évidemment, c'est aussi associé à certaines formes de poésie, peut-être plus contemporaine, mais en tout cas, il y a aussi un plaisir particulier. Et moi, ce qui m'intéresse dans la notion de plaisir de lecture, c'est de se demander à chaque fois, si j'ai du plaisir quand je lis ce texte, quand j'écoute ce texte, pourquoi? D'où ça vient? Et comment ça se fait que normalement, ça semble beaucoup plus agréable d'avoir des rimes et du rythme régulier, mais là, je trouve quelque chose de palpitant, de frénétique à ce texte de Lisette Lombé. Bon, voilà, on l'a bien analysé celui-là. Du coup, on passe un... On lui a fait un sort, je crois. Ouais. On n'en parle plus jamais? Si. D'accord, alors on va peut-être passer à un... On peut faire un autre sondage? Allez. Bon, un autre sondage. Voilà, ouais. Sondage. Ouais.
Je vais sonder là les gens. Mais ils sont chauds parce qu'ils ont bien participé. Ouais, donc, ok. Ils vont bien savoir. Alors, est-ce que vous préférez apprendre la mort du personnage d'un livre, un des personnages principaux, plutôt sur la 4e de couverture, en note de bas de page avec 300 pages d'avance, ou dans la préface? Ah, mais il manque l'option D. Ah oui, sur la couve, enfin, ou dans un podcast sur le livre. Non. Non, C'est au moment où il meurt, dans l'histoire même finalement. Ah, tu quand vois. tu Genre, lis t'arrives- le ouais, livre. Quand tu arrives à l'endroit de l'intrigue où il meurt, là tu l'apprends par exemple. Ça c'est Oui, bien mais- aussi quand même. Non, mais d'accord, mais en vrai, on lit jamais vraiment un livre. On ne fait que relire les classiques. Donc on sait. Enfin, je veux dire, on est des lecteurs professionnels. On se laisse pas attraper par la fiction, les mécanismes d'identification Ah bon, et tout ça. Non, on se laisse. Non, on se laisse pas. Bah, Non. non, enfin, je crois pas. Vous laissez ou vous laissez pas? Non. Ouais. Enfin, je veux dire, tout le monde sait bien que le personnage de Flaubert qui meurt empoisonné, c'est évidemment. Non, mais pas du tout. D'accord. Non, mais enfin, tu peux pas nier que tout le monde sait que le grand personnage de la littérature russe qui meurt écrasé sous Pas un du train, tout. c'est- Pas du tout de train dit russe. Non. Non, pas du tout. Chut. Il est en public. Bon. Bref. Dans ce cas-là, Bon. autant. Non, mais dans ce cas-là, enfin, pour moi, autant apprendre directement tout ce qui se passe dans l'histoire, parce que le plaisir, c'est pas tant de lire, c'est d'avoir lu, c'est pouvoir dire qu'on a lu. Non, c'est pas ça? Alors non, Non, pas forcément. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que ça peut être bien de se préserver quelques surprises. Oui, mais regarde, il y a même des auteurs qui spoilent leur propre livre. Ah bon? Oui. Regarde. Qui? Bah, Lemony Snicket, ça te dit quelque chose? Lemony Snicket, l'auteur des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Bah voilà. Tu veux que je te lise le début du texte pour Bah que tu oui, vois ça va Bon, me- parce ça- qu'il faut peut-être expliquer pourquoi il dit que. Ça va nous rafraîchir On va la voir mémoire. s'il spoil son livre. Hein. Vous me dites. Ça, c'est le début des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, tome 1. Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous feriez beaucoup mieux de choisir un autre livre. Voilà. Car non seulement celui-ci finit mal, mais encore il commence mal, et tout y va mal d'un bout à l'autre, ou peu s'en faut. C'est que dans la vie des orphelins Baudelaire, les choses avaient une nette tendance à aller toujours de travers. Violette, Claus et Pruny Baudelaire étaient pourtant des enfants charmants, des enfants intelligents, pleins de ressources et loin d'être laids. Ça, c'est important, loin d'être laids. Mais le sort les avait pourvus d'une malchance inimaginable et presque tout ce qui leur arrivait était placé sous le signe de la guigne, de la déveine et de l'infortune. Je suis navrée de devoir vous le dire, mais c'est la stricte vérité. Alors, est-ce qu'il spoil vraiment son livre? Tu dirais qu'il spoil son livre? Bah, il annonce quand même la fin, quoi. Bon, alors, est-ce qu'il annonce vraiment la fin? Est-ce que vous trouvez un début comme ça? Est-ce que ça vous fait dire à vous, j'ai pas envie de lire la suite parce que je sais déjà ce qui va se passer dedans? Non? Alors qu'est-ce qui se passe quand on lit un livre comme ça plutôt? Qu'est-ce que vous entendez dans ce début? Qu'est-ce qui vous intrigue dans ce début? Vas-y. Ouais, voilà, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer de mal. C'est un peu différent peut-être de s'il disait, alors voilà, Claus il va mourir sous un train, Pruny empoisonné, et c'est pas ce qui se passe, hein, je te précise. Moi je fais pas de spoiler, hein, d'accord? Donc comme c'est pas précisé, on a tout le loisir de se dire, bah voilà, peut-être que ça va se passer de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors ce plaisir de l'attente, de qu'est-ce qui va leur arriver de si tragique, j'ai absolument besoin de savoir. Pourquoi il ferait ça un auteur? Est-ce que c'est vraiment l'auteur qui fait ça? C'est qui fait ça? T'as une idée? Bah. Moi, ce qui me frappe, c'est que, en fait, pour moi, il nous donne l'essentiel du livre, parce que l'essentiel dans un livre, c'est d'arriver vite à la fin pour l'avoir terminé. Donc, s'il nous dit comment ça se finit, je veux dire, pour moi, c'est l'essentiel, quoi. Alors, est-ce que ici il y en a qui lisent pour l'intrigue? Ouais. Et il y en a, ils s'en fichent de savoir ce qui se passe dans l'intrigue?
Ouais, bon, comme d'habitude, c'est un petit peu entre les deux. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce début des Orphelins Baudelaire, c'est qu'en fait, on a surtout un narrateur qui joue avec ce qui devrait se passer au début d'un livre. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe au début d'un livre? Est-ce qu'il y a beaucoup de livres qui disent au lecteur... Alors, par contre, arrêtez de lire parce que ça va vraiment être horrible. Non. Qu'est-ce qui se passe en général au début d'un livre, plutôt? Qu'est-ce qu'ils disent, les narrateurs? Dans une forêt enchantée. Il était une fois. Il était une fois, exactement. Et il s'apprête à raconter une histoire. Alors que lui, tout de suite, il essaye de faire autrement. Et c'est marrant, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu Les Orphelins Baudelaire? Ouais, quand même, quelques-uns. Et alors, qui c'est ce narrateur, ce personnage? Comment est-ce qu'il interagit avec son histoire? Vous voulez nous raconter un peu? C'est très particulier. Ah voilà, ça a dit que ça a lu, mais en fait, hein, comment parler des livres qu'on n'a pas lus? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a donc un nom qui est sur la couverture qui s'appelle Lemony Snicket, qui est le nom soi-disant de l'auteur, mais en réalité c'est un pseudonyme. Et le véritable auteur s'appelle Daniel Handler, le nom véritable de l'auteur. Et tout le long, on va avoir cette personne très étrange qui arrive dans l'histoire qui dit arrête de lire. Oh là là, franchement, tu vas pas aimer, ça va être horrible, ça va être vraiment atroce. Et puis en même temps, le narrateur, il parle un peu de lui-même tout le temps. Il dit « Et moi d'ailleurs, je suis amoureux d'une femme qui s'appelle Béatrice. » Ça te dit quelque chose, les gens qui sont amoureux d'une femme qui s'appelle Béatrice? Toi qui as lu les 100 livres les plus importants du monde? Peut-être Baudelaire. Possible. Et donc il continue à parler comme ça, de cette manière-là. Mais on ne sait pas qui il est. On ne sait jamais qui il est. Qui est ce personnage qui parle? On ne sait pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment une sorte de plaisir très étonnant de la littérature qu'on appelle la narration non fiable. Ça te dit quelque chose, la narration non fiable? J'avoue que non. Est-ce que vous savez ce que c'est, les narrateurs non fiables? Ouais, ça c'est sûr, tu es quelqu'un de profondément peu fiable. Ouais, tu sais ce que c'est? On peut pas faire confiance, absolument, on peut pas faire confiance à un narrateur. Il y a le narrateur à qui on peut faire confiance. Le mec, il est net, il est honnête, tu sais, depuis le début. Et là, il te dit, dans la forêt enchantée. Et là, t'es là, toi, je te fais confiance. Dans la forêt enchantée, il y avait une fontaine, nanana, tu dis, je peux te suivre jusqu'au bout de la nuit, ça va bien se passer. Le narrateur non fiable, pas du tout. Oh là là, le mec, mais vraiment super étrange. Il commence par te dire, lis pas ça, nanana, alors que si tu disais, d'accord monsieur, et que tu reposais le livre, bah, il n'y aurait pas d'histoire, ce qui est quand même un peu embêtant, d'accord? Donc le narrateur non fiable, au contraire, il va essayer de constamment te rappeler que tu es en train de lire un livre et que tu devrais faire attention à ce qu'on te propose comme vérité. Tu vois, ouh, j'ai le regret de vous dire qu'ils n'ont pas beaucoup de chance. Et toi, tu lis ça, tu es là, mais c'est toi qui décides s'ils n'ont pas beaucoup de chance, tu vois, parce que c'est toi qui écris l'histoire quand même à la base. Alors, on va faire un sondage du coup. Hein. Qui est-ce qui aime bien les narrations non fiables? Les narrations comme ça? Ouais, beaucoup de gens. Super. Qui est-ce qui trouve ça un peu difficile parfois aussi? Ouais. Alors, quel plaisir ça donne une narration non fiable? Qui est-ce qui pourrait nous qualifier le plaisir de la narration non fiable? Allez-y. Alors oui, il peut y avoir aussi des retournements à la fin avec les narrateurs non fiables. Ouais, ça peut être la surprise. Super. Quoi d'autre? Quel genre de plaisir on a dans une narration non fiable? Moi, ce que j'aime bien, c'est quand à la fin de l'histoire, le narrateur dit « En fait, tout cela n'était qu'un rêve ». Non, eux, on les déteste. Eux, on les envoie à la poubelle directement. Pardon. Bon, sauf Alice, Sophie, bien fait. Zut, je le spoil. Alors, qui d'autre? Qu'est-ce que vous aimez bien d'autre? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir dans les narrations non fiables? J'avais vu des mains qui se levaient, mais... Ouais, allez-y. Excusez-moi si vous pouvez crier un peu plus fort. Non, mais il y a un micro. Ah, il y a un micro. Quand il fait de l'ironie aussi. Ouais, de l'ironie. L'ironie, c'est quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai de telle manière à ce que la personne à qui tu parles sache que c'est pas vrai et corrige en mettant la version vraie à la place. C'est un peu particulier, mais on est capable de faire ça avec nos cerveaux d'humains. Et c'est ça la vraie question du plaisir de la narration non fiable aussi, c'est dans quelle mesure toi, tu es capable de jouer avec ça, de savoir que là, peut-être, il bluffe Marconi, et là, peut-être, il bluffe pas, et là, peut-être qu'il est en train de te dire autre chose, mais t'es pas trop sûr. Et c'est vraiment dans le jeu avec le narrateur non fiable que tu vas trouver un espace de plaisir. Parce qu'en réalité, ce que tu as dit tout à l'heure, le côté, mais en fait, ce n'était qu'un rêve, pourquoi ça nous donne pas de plaisir, ça? Ça pourrait, en fait, hein, à la fin, quand on dit voilà, j'ai vécu toutes ces aventures, mais en fait, ce n'était pas vrai. Est-ce que c'est de la vraie narration non fiable? Pourquoi ça nous donne pas de plaisir, ça? Parce que quoi, pardon?
On se sent trahi, ouais. Et en fait, on se sent trahi sans avoir eu la possibilité de résister. Parce que le plaisir de la narration non fiable, c'est justement, on peut y résister tout le long. On peut dire, bah là, en réalité, voilà, il me dit ça, mais à mon avis, il doit vouloir dire autre chose. Et c'est ce plaisir du jeu, en fait, dont on a l'impression d'être dépourvu, finalement, quand on a une narration qui se termine comme ça, de cette manière abrupte. Est-ce qu'il y en a des narrateurs non fiables dans les livres qui t'ont donné le plus de plaisir dans les 100 livres ? Bah, j'ai réfléchi, mais peut-être dans Vie et Opinion de Tristram Shandy de Stern, non ? Ça marche ou pas ? Parce qu'en fait, il dit qu'il va raconter des trucs et il fait rien qu'à raconter le jour de sa naissance, non ? C'est pas ça ? Alors oui, alors ce qui est intéressant, c'est quand on réfléchit aux différents plaisirs de lire dans leur évolution et comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à aujourd'hui. Là, le livre dont tu parles, c'est un livre très ancien, il date du 18e siècle. Donc La vie et les opinions de Tristram Shandy, Gentleman, de Laurence Stern. C'est un livre anglais et c'est un livre très bizarre. Il commence en effet de cette manière-là, complètement non fiable, avec un narrateur qui t'explique, qui va te parler de sa vie, etc. Il te parle même pas du jour de sa naissance, mais du jour de sa conception, ce qui est d'autant plus perturbant. Et c'est un livre qui a plein de passages hyper étranges, des passages où il y a... en fait, il décide à un moment qu'il va pas mettre des phrases, il va juste mettre une ligne qui continue comme ça, puis qui fait des petites boucles pour montrer ce que c'est qu'une aventure. Il dit, bah là, ça commence comme ça fait tchoukou, 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 ça se continue. Il y a un moment, il y a un personnage qui meurt, alors la page est complètement noire, comme ça. Parce que voilà, c'est la meilleure manière d'exprimer ce qui se passe. Et ce livre-là de Tristram Shandy, donc de Laurence Stern, en fait, aujourd'hui, il est devenu au fil du temps ce genre de plaisir qu'on peut trouver à ces livres complètement foufous. Ils sont devenus très courants, même dans la littérature pour les tout petits, dans les albums pour les tout petits. On a plein d'albums qui nous font ça. Donc, il y a par exemple un album très connu qui s'appelle la véritable histoire des 3 petits cochons. Tu le connais peut-être. Il était peut-être pas dans les 100 meilleurs livres, celui-là. Non, je crois pas. Je m'en souviens pas. Et qui parle de la version du loup. Donc en fait, c'est le loup qui arrive et qui nous dit, bah voilà, moi je trouve que c'est vraiment injuste cette histoire de petit cochon, parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Figurez-vous, j'avais un gros rhume ce jour-là et je m'approchais d'une petite maison. Elle était mal construite cette maison, enfin elle était en paille, etc. Et il se met à souffler et tchoum. Et en fait, ce que ça nous montre, c'est que les tout petits enfants, ils sont absolument capables de comprendre les questions de narration non fiable. Ils comprennent que le loup, oulala, a priori, il y a un truc, il ne faut pas forcément le croire à 100%. Et après, ça continue dans les narrations de plus en plus complexes et plus en plus, pour des gens de plus en plus âgés. Donc, on en a aussi en littérature jeunesse et en littérature ado. Et moi, personnellement, petit aparté, j'adore la narration non fiable. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur ce que c'est qu'un acte littéraire aussi. C'est-à-dire que si on s'attend à une intrigue, comme ça, justement, il était une fois dans une forêt enchantée, on s'attend à ce qu'il se passe plein de choses. D'une certaine manière, on a déjà mis en place la forêt enchantée quand tu as dit cette phrase. On se doute qu'il va y avoir un personnage magique qui va arriver, peut-être qu'il va y avoir une quête, qui va essayer de trouver telle ou telle chose. On s'attend à ces plaisirs-là. Et là, d'un coup, on a un narrateur qui arrive et qui nous dit enfin, je vous dis une forêt enchantée, mais c'était peut-être un lac. Et puis d'ailleurs, c'était peut-être des bâtiments de bureaux à Paris. Et là, tu dis non, mais attends, quoi j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Et du coup, tu es complètement projeté dans une réalité alternative, finalement. Donc voilà, là on a parlé de Lemony Snicket et je pense qu'on peut peut-être passer à un troisième texte, un texte encore plus intéressant que ça. Mais il n'y a pas un nouveau sondage d'abord ? T'as combien de sondages prévus ? Parce que c'est pas... Non, mais parce que moi j'ai besoin quand même de science, parce que je trouve que ta méthode, elle est quand même un peu au doigt mouillé, quoi, pour comprendre le plaisir de lecture. Okay. Alors, nouveau sondage. Qu'est-ce qui vous irrite le plus entre une mimésis ratée et un manque de catharsis dans un texte ? Juste assume, demande-leur. Enfin, me regarde pas. J'ai rien à faire avec tes histoires. Demande-leur. Un livre, oui, la mimésis, c'est voilà, ce concept d'Aristote. Les livres, l'art, c'est faire quelque chose qui ressemble à la vie. Donc on raconte des histoires qui ressemblent à ce qui nous entoure. Et puis la catharsis, c'est un peu l'aspect moral où on est purgé de ces mauvaises passions. Quand on observe des gens qui font des trucs interdits, par exemple tuer leur père en le croisant dans une forêt enchantée, par exemple. Bon,
Donc là, tu vas dire Team Mimesis, Team Catharsis, c'est ça? Ouais. Team Mimesis. Team Catharsis. Je crois qu'ils n'ont rien compris à tes explications. Ouais. Non, mais parce que moi, je suis quand même... Enfin, tes histoires de petits cochons et de loups, là, c'est très sympa, mais moi, quand je lis, je me préoccupe quand même de la vraisemblance. J'ai envie que ça ressemble au monde que je connais. Enfin, par exemple, l'autre jour, je lisais un livre qui était censé se passer en 1845, et là, il y avait un personnage de femme qui portait une crinolinette. Je veux dire, c'est typique du Second Empire. Moi, ça m'a gâché ma lecture. C'est absolument pas crédible. Donc j'ai arrêté. Direct, reposé comme ça. Vous, la crinolinette, vous auriez arrêté ou... Non, vous auriez continué, ouais. Ça gâche, enfin, ça gâche. D'accord. Bah, ça se discute quand même. Et puis, non, mais il y a certains auteurs qui racontent vraiment n'importe quoi. Ah oui. Par exemple, l'autre jour, je suis tombé sur un texte... C'est surtout dans la littérature contemporaine, je sais pas si tu as remarqué. Ils sont moins exigeants. Ouais, ils essaient moins de faire des trucs crédibles. Et là, l'autre jour, je suis tombé sur un texte d'un certain Éric Chevillard. Et donc, c'est un texte qui s'appelle Palafox. Déjà, ça veut rien dire. Alors, déjà. Et donc, j'ai lu le texte de résumé de 4e de couve. Certes, à première vue, tout laisse à penser que Palafox est un poussin. Un simple poussin, puisque son œuf vole en éclats. Un autruchon, comme il en éclot chaque jour de par le monde, haut sur pattes et le cou démesuré, un girafon très ordinaire, au pelage jaune tacheté de brun, un de ces léopards silencieux et redoutables, volontiers mangeur d'hommes, un requin bleu comme tous les requins bleus, assoiffé de sang, en somme un moustique agaçant de plus, avec sa trompe si caractéristique, un éléphanteau banal, mais bientôt on se prend à douter. Palafox coasse. Palafox nous lèche le visage et les mains. Palafox nous morve sur l'épaule. Alors nos certitudes vacillent. Penchons-nous sur Palafox. Pourquoi vouloir parler d'un animal qui manifestement n'existe pas? Bah, je sais pas, il existe ou il n'existe pas? Vous avez tous visualisé Palafox là, on est d'accord? Il était comment Palafox? Moi j'ai visualisé à fond. Ouais. Je le vois là, devant moi là, franchement. Il apparaîtrait, je dirais, c'est Palafox là. Ouais. Qu'est-ce qui visualise beaucoup dans cet auditoire? Est-ce qu'on a des grands visualisateurs, des super visualisateurs? Ouais. Qui est-ce qui, quand vous imaginez une histoire, quand on vous raconte une histoire, par exemple le Palafox là, qu'est-ce qui voit dans son esprit quelque chose d'assez précis, dans les contours d'une créature, dans les... Non? Même si vous devez tout constamment... Si, toi, tu vois bien? Ouais, vous voyez bien? Quand vous lisez une histoire, qui est-ce qui voit, grosso modo, les décors un peu, et pas trop les personnages? Ouais. Les personnages et les décors. Juste les décors, avec un peu des ombres flottantes. Ouais. Ça, c'est ma team, ça. Moi, je suis pareil. Toi, tu vois quoi, toi? Tu visualises quoi quand tu lis? Moi, je visualise très très bien. C'est d'ailleurs mon seul plaisir. Et ce qui m'a gâché Proust, c'est que dans le tome 2, Albertine a un grain de beauté sur la joue et dans le tome 4, il est sur son front. Moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté à ce moment-là. Parce que la visualisation, ça peut ou ça peut ne pas être un plaisir. Là, statistiquement, il devrait y avoir à peu près, si on est à peu près une centaine, il devrait y avoir une personne parmi nous qui est aphantasique, c'est-à-dire qui ne visualise rien du tout. Rien. Le rideau noir. Quelqu'un visualise rien du tout ici? Non, pourtant, c'est une affection qui est assez courante, en fait. C'est des gens où même si on leur dit essayez de visualiser votre mère ou votre voisin, ils n'arrivent pas à le visualiser dans leur tête. Et en fait, c'est assez contre-intuitif, mais ces gens, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas des grands lecteurs. On n'a aucune manière de dire que c'est le cas. On a des gens qui visualisent rien du tout et qui sont quand même de grands lecteurs. Comme quoi, le plaisir est peut-être pas seulement dans la localisation du grain de beauté d'Albertine. Ouais. Pour qui c'est très important de visualiser parmi vous? Et est-ce que vous trouvez que vous vous tournez vers des genres qui rendent plus facile la visualisation? Alors, qu'est-ce qui rend plus facile la visualisation dans un livre, vous diriez, qui donne du plaisir? Les descriptions, d'accord. Qu'est-ce que vous alliez dire?
La fantasy, la science-fiction. Mais ça, moi, j'en vis beaucoup parce que moi, je lis pas énormément de fantasy et de science-fiction, en partie parce que je suis pas une très grande visualisatrice et que je trouve ça difficile, en fait, de me représenter quand ils disent et en haut d'une haute tour d'ivoire scintillant, il y avait 4, et je sais pas, ils décrivent des antennes et tout. Moi, je dis non, mais c'est trop compliqué, en fait. Là, il est 8h30 du soir, j'ai pas envie d'avoir à m'inventer ça dans ma tête. Alors que vous, hop, vous le créez et ça vous le crée immédiatement dans la tête. Donc ça, les types de plaisir qu'on peut prendre à la visualisation, évidemment, ils orientent les types de littérature qu'on va lire, peut-être de manière significative. Mais alors, ce qui se passe dans le truc de Palafox, c'est qu'on a un truc bizarre qui se passe avec la visualisation quand même. Je ne sais pas si vous étiez en train d'essayer sérieusement de vous représenter cet animal. C'était un peu galère, vous avez de la gymnastique de cerveau un peu... parce que qu'est-ce qui se passe en réalité dans cette tentative de visualisation? Il était où le grain de beauté là? Bah, pour le coup, c'est un peu un narrateur non fiable. Ou alors, c'est soit l'animal est protéiforme, soit le narrateur n'est pas fiable. C'est un peu comme la dernière phrase d'Oscar Wilde, soit ce papier peint est en train de s'effacer, soit c'est moi. Voilà. Et en fait, on a cette espèce de truc qui peut aussi donner du plaisir. Quel est le plaisir d'écouter un texte comme celui-ci, justement, le texte de Chevillard qu'on vient d'entendre? Ouais, vas-y. Voilà, on essaye de deviner quel est l'animal, on essaye de mettre un nom sur ce truc fluctuant. Et ça nous montre un truc incroyable sur la littérature quand même. Parce que la littérature, on parle souvent, voilà, c'est important de lire, nanana, la littérature c'est très bien comme art. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que en fait, Palafox, il serait pas très très montrable en film par exemple ou en dessin. Il faudrait faire quelque chose de complètement différent et de propre à ce médium-là. Mais avec les mots, on peut avoir ce texte qui nous dit en fait c'était un chat, mais en fait c'était une licorne et puis il marchait à quatre pattes, il aboyait, il mordait, mais en même temps il était tout doux et il ressemblait à une limace avec des tentacules. Et en fait, en faisant ça, le virus littéraire nous met dans la tête des tas d'images qui sont constamment obligées de changer d'une ligne à l'autre. On ne sait plus où on met la tête, où on met les pieds. Et c'est extrêmement jouissif, je trouve. C'est vrai qu'en fait, avec les mots, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire avec les images. Parce qu'on choisit de montrer ce qu'on veut dans un cadre. Après, on peut imiter ça au cinéma en faisant des cadres très précis et des plans très précis. Mais cette faculté de la littérature, ça me fait toujours penser au fait qu'en fait, on s'en sert très souvent dans l'humour. Moi, j'aime bien les blagues. Enfin, j'aime bien 14 blagues. J'en ai identifié 14. T'as fait une liste Tu veux les 14 le plus rire. Ouais. Mais alors, notamment une, je t'en fais une. Ouais, qui me semble montrer assez bien ça. Elle est assez connue, c'est une blague à Strapi, tu vois, moi ça me parle de mon enfance. Donc c'est un automobiliste qui est sur l'autoroute, et là il entend à la radio « Attention, un fou roule à contresens sur l'autoroute ». Et lui il dit « Un seul ? Des centaines, oui ». Bon, voilà, c'est une petite blague. Moi je l'aime bien, parce que c'est vraiment... c'est quelque chose qui est propre au langage, quoi, parce que le narrateur choisit de montrer ce qu'il veut montrer. C'est comme un super pouvoir, quoi. Voilà. Tu racontes bien les blagues. Moi, j'ai fait une blague sur Auchan une fois, mais elle n'a pas super marché. Tu peux nous la faire? Oh, super. Non, mais c'est vrai, et c'est ça qui est génial quand on écrit des histoires aussi, c'est qu'on peut jouer avec le lecteur, la lectrice, d'autant plus quand il n'y a pas d'image. On peut raconter une histoire de 10 pages avant que le lecteur ou la lectrice s'aperçoive qu'en fait c'est des ours les personnages, ou alors qu'en fait c'est voilà, des lapins, j'en sais rien. Parce qu'on part aussi du principe souvent que le lecteur ou la lectrice va visualiser quelque chose d'assez standard. On se dit bon ça va être, il va surtout visualiser peut-être des adultes, il va visualiser des êtres humains. Et en fait dès qu'on subvertit un peu ça, on oblige le lecteur à reconfigurer ses attentes. Et je pense que c'est ça que montre beaucoup Palafox. Mais c'est très bizarre ce truc. Ouais. Et le César du meilleur plaisir de lire est attribué à... C'est vraiment bizarre. Non mais juste ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. C'est une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Serpent de Bertrand Belin. Et je l'écoute souvent et elle est drôle parce que justement il y a une surprise sur le narrateur qui est genre la troisième strophe. C'est-à-dire t'as quelqu'un qui chante ah j'aimerais être un oiseau. Bon c'est assez classique en chanson et dans la littérature. J'aimerais être un oiseau, survoler les champs, et à un moment, au troisième strophe, il dit « Mais je suis un serpent ». Et là, tu comprends que depuis le début, c'est un serpent qui parle. Et je trouve ça hyper amusant et très surprenant, quoi. Voilà. Bah, d'autant plus qu'il y a des petits indices qui sont semés avant. Parce qu'après, on est presque l'enquêteur. Exactement. C'est le cas ou pas ? Est-ce qu'il dit que ses écailles brillent nanana ? Non, parce qu'il se projette
vraiment dans l'oiseau, quoi. Il dit, et au conditionnel, je mangerai des raisins, je chierai les pépins au bord des ruisseaux, quoi. Les enfants, bouchez-vous les oreilles. Alors, évidemment, Palafox, ce que ça montre aussi, on revient à tes questions de mimésis et catharsis. Tu vois, j'ai appris les mots que tu as dit. Ouais, c'était des beaux mots. La mimésis, ça ressemble un peu à mimosa, finalement. C'est mignon. Ouais, c'est un peu Donc, pareil. ça veut dire qu'un texte ressemble à la vie réelle, d'accord? Donc, on a les textes réalistes qui ressemblent à la vie et on peut trouver dans le monde réel des références précises. Donc ça, c'est pas trop le cas de Palafox. D'après ce qu'on sait, finalement, on sait pas, parce que c'est possible que ça existe, mais c'est compliqué quand même. Et donc, il y a des textes mimétiques comme ça. Et alors, les textes de catharsis, tu disais, c'est où il y a, voilà, on voit un personnage qui fait des actions et du coup, ça va nous apprendre quelque chose moralement. On va tirer une espèce de plaisir, mais aussi peut-être d'horreur, d'angoisse, etc. De le voir se fourvoyer à ce point, ou au contraire, on va tirer un grand bonheur de voir qu'à la fin, il réussit à faire quelque chose de bien. Donc, on a le texte qui ressemble à la vie et on a le texte moral. Et en général, je dirais que la plupart des gens, quand même, on trouve une espèce de plaisir rassurant à ces deux genres de textes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on a la team lecture réaliste qui parle de la vie réelle? Ouais, on aime bien les textes. Qu'est-ce qui donne du plaisir dans un texte qui semble un morceau du monde réel mais mis en littérature? Quel est le type de plaisir qu'on trouve à ça? Ouais, on se retrouve dedans. Alors soit on se retrouve dedans, soit on peut expérimenter le monde du point de vue d'autres personnes qui pourraient réellement l'habiter. Donc ça nous donne une impression de pertinence en fait, hein. Soit d'identification, soit de se projeter dans une expérience du monde, absolument. Et un texte moral, un texte qui nous apprend une leçon. Qui est-ce qui aime bien les textes qui ont comme ça une portée un peu morale, un peu didactique? Quelques-uns? Ouais, si quand même. Quel plaisir on trouve à un texte qui semble avoir une morale? Ah, par exemple, alors les fables de La Fontaine, en plus, elle est éplée, quoi. C'est le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Ah bah ouais, c'est bien vrai, ça, figure-toi. Et c'est vrai qu'il y a une impression comme ça ça nous dit une vérité sur le monde. Et un texte moral, c'est aussi un texte où on se dit que bon, bah, finalement, c'est rassurant parce qu'on se dit, voilà, peut-être que le monde est juste, finalement. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui a un sens de justice quelque part. Et au contraire, quand c'est de la catharsis, on se dit, ah ouf, quelqu'un d'autre a fait pour moi ce que j'avais pas, ce que je voulais pas trop faire. Tuer son père au croisement des chemins, etc. Coucher avec sa mère, machin, machin. Toutes ces choses-là. Dans une forêt enchantée. Dans une forêt enchantée, n'oublions pas la forêt enchantée. Donc on a comme ça des plaisirs qui sont attachés au fait d'avoir un texte qui ressemble au monde réel et à un texte qui a une morale ou qui du moins a une portée didactique ou une portée affective de ce type-là. On peut aussi aimer n'avoir rien de tout ça. Qui est-ce qui préfère largement les textes qui ne se passent pas du tout dans le monde réel? On a notre lectrice de fantaisie là-bas, ici aussi. D'accord, super. Et quel plaisir on trouve aux textes qui justement ne se passent pas dans notre monde à nous, qui se passent dans des mondes complètement différents? On s'évade, d'accord, le plaisir de l'évasion, le plaisir d'imaginer ce qui se passerait si justement c'était pas tout à fait comme ça dans la réalité. Et qu'est-ce qui changerait si des petites configurations, moi j'aime beaucoup les uchronies, c'est quand on imagine que y a un truc qui a changé dans le passé et du coup tout a été différent après. Et ça nous oblige à faire des expériences de pensée. On appelle ça en psychologie la pensée contrefactuelle. On se dit, et si ça se passait pas comme ça, alors qu'est-ce qui se passerait? Et évidemment, il y a des textes qui font rien de tout ça, comme notre Palafox, et des textes qui sont complètement surréalistes. Ils racontent quelque chose, on se laisse embarquer, mais on ne sait pas trop ce que ça raconte en réalité. Et on va en écouter un autre, grâce à Lucas. Lucas, on t'a beaucoup fait attendre, mon pauvre, mais tu vas nous lire un texte que j'adore, qui s'appelle « Les 400 coups » de Robert Desnos. Les 400 coups. Tiens, vas-y, mets-toi ici. Ça va là, tu vois bien? Tu parles bien dans le micro? Ouais. Ok. Merci Lucas. Ah, attends, ça marche pas? Tiens, vas-y, je te tiens le mien. Hein? Vas-y. Ils étaient 4 qui n'avaient plus de tête. 4 à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Quand ils buvaient un verre, au café de la place ou du boulevard, les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand ils mangeaient, c'était sanglant. Et tous 4, chantant et sanglotant, quand ils aimaient, c'était du sang. Quand ils couraient, c'était du vent. Quand ils pleuraient, c'était vivant. Quand ils donnaient, c'était sans regret. Quand ils travaillaient, c'était méchant. Quand ils rôdaient, c'était effrayant. Quand ils jouaient, c'était différent.
Quand il jouait, c'était comme tout le monde, comme vous et moi, vous et nous, et tous les autres. Quand il jouait, c'était étonnant. Mais quand il parlait, c'était d'amour. Ils auraient pour un baiser donné ce qui leur restait de sang. Leurs mains avaient des lignes sans nombre, qui se perdaient parmi les ombres, comme des rails dans la forêt. Quand ils s'asseyaient, c'était plus majestueux que des rois, et les idoles se cachaient derrière leurs croix, quand devant elles, ils passaient droit. On leur avait rapporté leur tête plus de 20 fois, plus de 100 fois, les ayant retrouvés à la chasse ou dans les fêtes. Mais jamais ils ne voulurent reprendre ces têtes où brillaient leurs yeux, où les souvenirs dormaient dans leur cervelle. Cela ne faisait peut-être pas l'affaire des chapeliers et des dentistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Les 400 coups vivent encore, c'est certain. J'en connais au moins un, et aussi peut-être les 3 autres. Le premier, c'est Anatole. Le second, c'est Croquignol. Le troisième, c'est Barbe-Molle. Le quatrième, c'est encore Anatole. Je les vois de moins en moins, car c'est déprimant à la fin. La fréquentation des gens trop malins. Merci beaucoup, Lucas. Super texte, hein. Il est magnifiquement bien lu. Qu'est-ce qui donne du plaisir dans ce texte complètement dingue de Robert Desnos? Quand vous l'écoutez, qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Il y a des rimes, c'est vrai. Il y a des rimes. Et d'ailleurs, c'est des rimes qui sont un petit peu parfois en carton. Hein. Le premier, c'est Barbe-Molle. Le quatrième, c'est encore Anatole. Donc les rimes, ça donne cette espèce de plaisir de la répétition. Quoi d'autre? Il est drôle et il est tendre. Merci de le mentionner parce que je trouve que c'est vrai que c'est un texte qui est drôle, mais en même temps, il est assez difficile. C'est difficile de comprendre pourquoi c'est drôle. En fait, c'est drôle parce que c'est absurde. On a 400 coups. Jeu de mots, et en plus, ils n'ont pas de coups. Mais pourquoi ils ont 4? Pourquoi ils n'ont pas de coups? Comment est-ce qu'ils font pour jouer? Comment ils font pour boire? Comment ils font pour... Et puis pourquoi ils sont trop malins? On n'a même pas compris pourquoi ils étaient trop malins. Et en même temps, c'est tendre. Ce côté, mais quand ils parlaient, c'était d'amour. Ils auraient pour un baiser donné ce qui leur restait de sang, leurs mains avaient des lignes sans nombre, etc. Et on comprend pas très bien, en fait, pourquoi ces deux choses vont ensemble. Pourquoi est-ce que ces 400 coups seraient à la fois tendres et qui parlent d'amour et il est assez mélancolique, un peu, ce texte. Toi, t'as trouvé qu'il ressemblait au 100 textes que tu préfères dans le monde ou pas? Oui. Ça m'a fait penser un peu à Roland Barthes. Non, mais tu sais, dans son texte, Le plaisir du texte, tu sais, il parle des textes confortables, les textes classiques, et les textes modernes qui sont plus inconfortables, mais qui, selon lui, donnent de la jouissance. Et moi, ça me rappelle quand j'ai lu un livre d'Alain Robbe-Grillet. Ah, t'as lu ça aussi, d'accord. Parce que pendant 30 pages, il décrit un parpaing, j'ai trouvé ça très intéressant. 30 lignes, pardon, on va pas exagérer. Mais en fait, quand il parle de jouissance, c'est vrai que là, pour moi, dans ce texte, ça l'illustre très bien. C'est-à-dire qu'on est complètement désorienté. Et ce côté d'être perdu, il dit quand on a de la jouissance, on est perdu dans son identité. En fait, son identité se perd quelque part. Et pour moi, dans ce texte, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on comprend pas pourquoi ces gens-là, qui sont 400 coups, pourquoi ils sont en train de faire toutes ces scènes? Pourquoi on nous décrit ça? On comprend même pas d'où c'est venu cette idée. Tu vois, il y a quelque chose qui semble échapper à toute logique et qui est extrêmement plaisante. Toi, il t'a plu ce texte, Lucas? Qu'est-ce que t'en as pensé? Il était drôle, ouais. Alors, quels autres plaisirs vous avez trouvé dans ce texte qui est drôle, qui est tendre, qui est surprenant? Est-ce que vous avez remarqué qu'il était sombre quand même? Parce que c'est des gens à qui on a coupé la tête au départ. Du coup, ils n'ont plus de tête. Et cette espèce de pulsion de mort dans ce texte, moi, elle m'habite. Je connais ce texte depuis très longtemps. J'y repense tout le temps, en fait. Depuis que je suis ado, ce texte me hante un peu. Mais c'est ce côté sombre. Pourquoi ils n'ont plus de tête? Qu'est-ce que c'est que ces rails qui se perdent dans la forêt? Enfin, je trouve on pressent une espèce de noirceur derrière qu'on n'arrive pas tout à fait à analyser. Et ça, c'est une sorte de plaisir aussi. Un texte, il palpite toujours de tout un tas de significations cachées, enfin dans les meilleurs textes du moins, et le fait de ne pas pouvoir tout à fait les appréhender, mais de les sentir quelque part, pour moi, c'est vraiment très générateur de plaisir. Oui, je sais, on m'annonce... Tu vois, Clément, tu avais peur qu'on n'arrive pas à durer sur 50 minutes, mais en fait, si, on a pu durer sur 50 minutes. On m'annonce que c'est bientôt la fin. Il va falloir mettre fin au plaisir. Donc à partir de maintenant, vous allez être seulement dans la tristesse pour le reste de la journée.
Non, mais donc on va un petit peu résumer cette séance. T'as plus de sondage, hein, là c'est fini. C'est fini les sondages. Non, c'est pas non, trop, je crois pas. T'as les données que tu voulais pour faire les analyses. Oui, que je vais tu comptais faire tout avec un graphique en camembert et tout, un diagramme, et puis je te passerai tout ça. Document Excel, tu tapes mon Ouais, adresse PowerPoint. email. Ouais, PowerPoint. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé au grand atelier. Je voudrais dire vraiment un énorme merci aux petits champions de la lecture. Est-ce que vous pourriez peut-être vous relever, Zuber et Lucas qui sont là. En fait, Zuber et Lucas, ce sont des gagnants du jeu des petits champions de la lecture qui est présidé ici par Magali qui est juste là. Tu peux te lever aussi, je pense, car c'est grâce à toi aussi qu'on a organisé tout ça. Et donc le jeu des petits champions de la lecture, vous pouvez nous expliquer. Vous voulez nous expliquer ce que c'est ? Je te mets un peu sur la... Les jeux des petits champions de la lecture, c'est un concours auquel tout le monde peut participer, de CP à CM2, pour moi personnellement en tout cas. La première phase, ça va être le concours lecture dans ta classe. Si tu le gagnes, tu auras accès au concours lecture départemental. Et après la départementale, si tu as de la chance de gagner cette finale, tu auras accès au régional. Et après les régionales, vient la nationale, là où tu serais champion de France. À ce concours ? Oui, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait... Enfin, si, j'ai compris, mais il y avait 2 phases pour les Hauts-de-Seine. Donc c'était plus dur. Alors là, il y a des revendications particulières. Magali, excuse-moi, mais il y avait 2 phases pour les Hauts-de-Seine, t'as remarqué ou pas ? En fait, dans les départements où il y a énormément de classes inscrites au jeu, par exemple plus de 100 classes, on fait des finales départementales premier tour et les gagnants de ces finales premier tour vont à la finale départementale deuxième tour. Voilà. Et voilà, donc ça nous a semblé vraiment super d'avoir des petits champions qui pouvaient nous lire les textes à voix haute pour pas avoir à les mettre derrière nous sur un PowerPoint. Merci aussi à Sophie van der Linden d'avoir organisé cet atelier plaisir de lire. Et puis merci à vous tous d'avoir participé. On vous souhaite toutes les jouissances du monde.